Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie personnelle et sportive. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Je sais que beaucoup d'entre vous pratiquent le trail et la course à pied. Donc avant de commencer la série sur les sportifs en préparation pour les Jeux Olympiques comme je vous l'ai proposé pour cette année 2020, je suis d'abord allé rencontrer quelques trailers, donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai rencontré Vincent Viette. Vincent m'a beaucoup séduit par sa démarche qui allie le voyage et le trail en haute montagne, deux passions pour moi. Il profite en effet de ses voyages pour faire des courses aux quatre coins du monde. En plus, je trouve qu'il a une vision très humble du sport. Et comme moi, c'est un curieux et il a touché à énormément de disciplines, donc il a une très bonne connaissance du sport en général. Pour finir, Vincent coach plusieurs athlètes et il sait prendre du recul par rapport à la performance. Donc si jamais vous avez envie de le contacter, n'hésitez surtout pas à lui dire que vous venez de ma part. Bon allez, juste avant de commencer, j'ai deux messages très importants à vous faire passer. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher les meilleurs sportifs, les sportifs les plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer tous vos sportifs préférés que vous me recommandez. Bon, sachez que les sportifs très connus travaillent généralement avec des agents qui sélectionnent scrupuleusement les interviews auxquelles ils vont participer, notamment par la qualité du travail et la qualité de l'audience. Et pour les podcasts, il n'existe qu'un seul point de repère pour les agents, c'est notamment les notes sur iTunes et Apple Podcasts. Sachez qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public et se fait toujours en équipe. Donc si vous souhaitez que j'interviewe des sportifs de plus en plus inspirants, allez mettre une note sur Apple Podcast. Cela convaincra les agents que vous êtes nombreux à écouter, que le podcast vous plaît vraiment et que cela vaut la peine pour un athlète de venir communiquer sur cet espace. Si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez aussi très facilement partager le podcast en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. Donc j'en profite pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est @extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale. C'est vraiment le gros point que je vais développer en 2020 avec plein de bons plans et plein de recommandations et du contenu unique. Bon allez, j'arrête la promo et je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Vincent Viette. Salut Vincent. Salut. Mais merci beaucoup de me recevoir chez toi, à Annecy. Bah écoute, c'est avec plaisir, hein. Bienvenue à Annecy. Ouais, super ville, franchement je me régale. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais je suis allé voir le lac là il y a quelques jours. Il y a plein de sportifs de haut niveau dans la région. Il y a la montagne, le lac. Enfin, c'est vraiment une terre promise pour tout sportif de haut niveau, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr que Annecy, c'est une super ville à vivre, hyper dynamique et avec énormément de sportifs. Et puis, tu sais, quand il pleut à Annecy, ça veut dire qu'il neige sur les sommets. Donc, ça va être plutôt cool, ouais. Ouais, trop cool. Mais en tout cas, je suis très content de te rencontrer parce que t'as une vision très différente. Enfin, j'ai l'impression du trail et en tout cas un petit peu atypique. Donc, j'étais vraiment impatient de faire cette rencontre. En plus, t'as été recommandé par un des meilleurs épisodes sur le podcast qui était Guillaume, qui m'a dit voilà, faut que tu appelles Vincent. Tu verras, son travail est hyper intéressant. Et on a été mis en relation par Jonathan, que je remercie. Donc, je lui enverrai l'épisode. Comme je te le disais à l'instant, j'aime bien commencer les interviews par une question un petit peu traditionnelle, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Bah écoute, mon premier souvenir de sport, je vais dire sport d'endurance, c'est quand je prenais mon vélo et mon VTT à découvrir des sentiers du côté de chez moi, soit en région parisienne ou quand je partais en vacances chez mes grands-parents tout l'été, donc dans le sud-ouest du côté de Cahors. Donc voilà, c'est un peu ça mes premières un peu de découverte outdoor et de sport d'endurance où je partais tout seul pendant des heures à essayer de trouver des nouveaux sentiers. Ça m'a pris vraiment très très jeune. Génial, c'était à quel âge ? Bah, je sais pas, on va dire que dès que j'ai eu mon premier vélo, c'était et que j'étais un
un peu autonome, on va dire vers 8 ans, 10 ans, j'ai commencé à faire ça, quoi. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc tout de suite très jeune. Enfin, c'est assez jeune pour commencer de la longue distance et de la outdoor, on va dire. Généralement, ça se découvre un peu plus tard, quoi. Bah effectivement, en fait, c'est venu un peu tout naturellement. J'aime bien être dehors et puis j'adorais un peu le vélo, mais j'ai eu un premier BMX et puis après un premier VTT. Et je partais, je m'en souviens, tout seul. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il y avait rien. Et mes grands-parents, mes parents, ils me laissaient partir. Et des fois, ils s'inquiétaient un peu quand je revenais un peu longtemps après. Mais voilà, c'est un peu mes premiers sports d'endurance. Même si aussi j'ai quelques souvenirs quand j'étais encore en école primaire sur les premiers crosses qu'on a fait à l'école et où on s'entraînait dans la cour d'école et pour préparer le cross de l'école. Voilà. Donc t'as fait d'autres sports à part le vélo et un peu d'athlé? Bah disons que j'ai un peu touché à tout. Quand j'étais vraiment jeune, j'ai fait un peu de judo, un peu de tennis. J'ai fait aussi pas mal de foot. Voilà, mais après, c'est vrai que après 10 ans, j'étais vraiment fan de vélo. Du coup, j'ai continué. Mes parents et mon père, ils m'emmenaient tous les dimanches matins. Et puis, voilà, j'allais faire des randonnées. Et puis, à un moment donné, j'avais toujours envie d'aller un peu plus vite. Et un jour, bah, j'ai inversé la tendance. J'ai dépassé mon père. Et à ce moment-là, j'ai demandé à mon père de m'inscrire à une compétition. Et voilà, j'ai fait ma première compétition de VTT, je pense que ça devait être vers 13-14 ans, en cadet. Voilà, que j'ai gagné. C'était quoi comme compète? C'était une petite compète dans ma région, en Île-de-France. Et en fait, il y avait plusieurs catégories, plusieurs courses qui partaient. J'avais pas trop compris le truc. J'étais un peu à l'arrache. Et je me souviens que je suis parti, je me suis pas occupé des autres et au final, bah, j'avais gagné la course sans faire exprès vraiment. Et à partir de là, il y a un mec qui m'a dit ah tu vas venir dans mon club et puis 15 jours après il y avait une autre course et voilà depuis ce jour-là j'ai jamais arrêté la compétition sur des sports d'endurance. Ok, d'accord, ouais. Donc t'es plus arrivé par la voie du VTT. Ouais, tout à fait, ouais. Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui a suivi un peu après le début de la compétition? Bah après, voilà, bon après t'es jeune, tu joues un petit peu sur tes qualités, tu t'entraînes pas non plus énorme. Donc j'ai fait des petites courses régionales, après nationales, et puis voilà. Après j'ai été pris dans une équipe en VTT. Puis j'en ai fait plusieurs. Je faisais les coupes de France, tout le circuit national. Et puis voilà, en même temps, j'étais au lycée. Après, j'ai fait mes études. C'est vrai que à ce moment-là, je pense que j'avais des bonnes qualités, ça se passait plutôt bien. Mais j'ai pas fait des résultats énormes non plus au niveau national parce que quand j'étais après à la fac, c'est vrai que je sortais pas mal avec mes potes et que le vélo, ça restait quand même quelque chose qui était une passion. Mais voilà, j'avais quand même beaucoup d'à côté et du coup, bah, les soirées, tout ça, c'était pas trop compatible. Donc voilà, je faisais toujours ça à un bon niveau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais ça de manière un peu plus sérieuse, quoi. Ouais. Non, puis c'est normal, tu sais, quand tu fais du sport assez jeune et assez un domaine, bon, même si ça reste non plus pas des charges énormes, même quand tu fais beaucoup de sport assez jeune, c'est vrai que quand t'arrives et que tu découvres un peu la vie étudiante et tout, t'as quand même besoin un petit peu de savourer, quoi. De faire ça c'est sûr. Autre chose, tu vois. Donc, c'est sûr. Le sport, ça rend très sociable, je trouve, mais c'est une sociabilité qui est particulière et c'est pas la même à l'université, ouais, et puis surtout le sport de haut niveau, ça demande quand même des exigences vraiment très importantes. Donc voilà, mais j'ai beaucoup, enfin c'était vraiment cool ces années vélo VTT. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai découvert vraiment le haut niveau grâce à ça. Et puis c'est vrai qu'à la fin de mes études, j'ai commencé à faire un peu des sports un peu plus, enfin des raids avec du trail, du canoë, VTT, tout mixé. La CCE peut-être par exemple ou CCE c'est la course croisière et deck, mais tu sais ils ont un trophée. Ah ouais, j'ai jamais fait cette course, mais je faisais tout le challenge universitaire. À l'époque c'était les Rando Raids SFR.
Ok, ouais. Et en fait, c'était toujours avec mes bandes de potes. On a toujours été fans d'endurance, de mes potes de lycée, que je vois toujours encore aujourd'hui, Ok, génial. qui sont toujours mes meilleurs potes aujourd'hui, avec qui j'ai toujours fait un peu les 400 coups de sport et les 400 coups de soirée. Et à cette époque-là, on avait été champion de France universitaire de raid. Je crois que ça doit être en 2006 ou 2007. Et en fait, l'organisation nous a dit, vous avez un ticket pour aller faire les championnats du monde, qui étaient les Mountain X Race à l'époque, et qui était un raid sur une semaine, où c'était une course énorme, ça passait sur Canal+, il y avait 100 000 euros de prize money à l'époque, et il y avait toutes les équipes, Salomon, International, il y avait Nike, il y avait des grosses teams, il y avait qui venaient du monde entier, Nouvelle-Zélande, US et puis Europe. Et on a débarqué là-dedans comme des petits jeunes. Et tous les jours, il y avait des étapes de dingue où on faisait 10 heures de sport par jour. C'était la traversée des Alpes en VTT. C'était des trucs genre 100 bornes dans la journée. Ouais. Le soir, un trail, tous les soirs, un trail de 10, 15 ou 20 km. Et puis, du coup, il y avait une étape aussi d'Alpi où c'était la première fois que je mettais des crampons et un baudrier. Et voilà, du coup, c'est cette épreuve un peu qui m'a mis vraiment le goût au trail et d'évoluer en montagne à pied. Et après ça, j'ai un peu arrêté le vélo et je me suis mis un peu vraiment au trail. Je suis venu un peu par là. Et puis 2 ans après, j'ai fait ma première course en trail, c'était la 6000D. J'avais pas trop d'entraînement, je faisais un peu du vélo et tout. Et puis du coup, ça s'est plutôt bien passé. Je me souviens, j'avais pas de veste, j'étais avec un petit camelback à l'époque. C'était un peu toujours un peu Elle est où large. cette course? Attends, je la connais pas. C'est la 6000D, c'est la course à la Plagne. En fait, tu pars d'en bas de M, tu montes au glacier à 3000 et puis tu redescends. En gros, c'est ça la course. Ça fait 60 km. Et à l'époque, pareil, j'étais avec mon pote Adrien et une copine Delphine là, où on est parti, on s'est mis sur la dernière ligne. Puis on est parti, on a fait la course et puis on est parti doucement et puis finalement on a remonté et puis au final je finis je crois une 30e, un truc comme ça et je me suis dit c'est pas mal, on pourrait faire des trucs. Et puis du coup après j'ai vu les courses de l'UTMB avec comme objectif d'y participer un jour. Et puis en 2010 je me suis inscrit à la CCC. À l'époque c'était un peu plus facile de s'inscrire. Du coup j'ai fait la CCC en 2010. Ça s'est plutôt mal passé parce que je me suis fait une entorse. Puis à l'époque je me souviens, je m'entraînais mais genre je faisais 50 km par semaine, peut-être même des fois moins. Voilà. Et après après j'ai essayé de faire le challenge TTN. Je me suis pris des bonnes claques parce que en vélo ça marchait bien, en VTT j'avais quand même des bons résultats. Et je me suis dit, en trail, ça va être pareil. Et en fait, non, au début, c'était très difficile. Il a fallu du temps avant que mon corps s'adapte et que j'arrive à faire des résultats au niveau national. Voilà. Moi, j'explique un petit peu pour les auditeurs parce que je sais qu'il y a beaucoup de trailers et de coureurs à pied qui nous écoutent, mais il y en a aussi qui font des sports complètement différents. Mais quand tu commences le trail, il y a quand même besoin d'un gros volume d'entraînement. Et tu peux pas tout de suite arriver sur des courses qui font 100 bornes, 120 bornes, parce que il faut courir à peu près ça au minimum, on va dire, toutes les semaines à peu près, non? Je sais pas quel est ton volume aujourd'hui, mais... c'est vrai que le mot vraiment hyper important quand on commence une discipline comme le trail, c'est la progressivité. Aujourd'hui, et puis déjà, au point de départ où on veut se dire, on va faire cette course, on va pas être sur le même pied d'égalité. Ça dépend du vécu que tu as dans le sport. Donc, moi, j'avais quand même une expérience dans le sport d'endurance. Donc, j'avais plus de facilité, on va dire. Sauf que je passais d'un sport qui était quand même porté à un sport avec un impact, donc bien plus traumatisant pour le corps. Et puis, c'était quand même assez différent. Donc, il faut vraiment y aller progressivement. C'est ce que j'ai essayé de faire. De toute façon, si on s'attaque à des courses trop importantes, on est vite remis en place.
et on subit. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut se dégoûter aussi de la pratique. Donc vraiment, il faut essayer d'y aller dans une progressivité et puis pas être trop gourmand au début. On peut prendre du plaisir sur des courses de 20, 30, 40 km. Moi, je prends encore aujourd'hui beaucoup de plaisir sur ces courses-là. Faire l'UTMB, c'est pas une fin en soi. Certes, c'est un événement qui est assez incroyable et magique, mais c'est pas dans un 100 miles qu'il y a une finalité. Je veux dire, on peut aujourd'hui pratiquer la course à pied, le trail running, en se faisant plaisir sur des formats un peu plus courts. Après, voilà, il faut y aller progressivement si on veut aller sur du long. Bien maîtriser chaque distance, on va dire déjà bien maîtriser 40, après bien maîtriser on va dire le 80 km, et puis après basculer sur du 100. Et après le 160, c'est vraiment autre chose, c'est une nuit en plus, voire deux, c'est vraiment une autre discipline. Donc il faut vraiment y aller progressivement, apprendre, on apprend toujours sur quand on évolue en montagne et sur les sports d'endurance. Donc voilà, c'est le conseil que je donnerais. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie d'allonger la distance petit à petit ? Je sais pas, j'ai toujours aimé passer du temps dehors, que ce soit en montagne ou pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je suis pas enfin, je veux dire, les sommets, c'est pas ça qui m'attire. C'est vraiment passer du temps dehors. C'est aller chercher, essayer de repousser un petit peu. Voilà, et puis c'est des moments aussi qu'on peut partager. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment hyper important. C'est le partage de la pratique. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui sur une course longue, il va arriver plein de choses. On va rencontrer des gens, il va y avoir des rebondissements. Et puis il y a une gestion qui est hyper importante. Donc ouais, aujourd'hui, voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire du long. Mais voilà, j'aime bien aussi faire un peu moins long. Enfin voilà, aujourd'hui j'aime bien la compétition aussi. C'est quelque chose qui m'anime. Quand je prends le départ d'une course, bah voilà, c'est pour essayer de la gagner. Donc même si je sais que des fois c'est pas possible, même au départ avec les différentes start lists qu'il peut y avoir, mais ouais, non, j'ai aussi ce côté compétition qui est vraiment en moi et que j'arrive pas à me détacher. Donc voilà, du coup, c'est un peu tout ça qui m'anime aujourd'hui. Mais je reviens un petit peu en arrière parce que tu mentionnais tout à l'heure les raids. Moi, j'en garde des souvenirs de raids étudiants vraiment incroyables. Je pense que ça doit faire partie de mes meilleurs souvenirs de sport, vraiment. Parce que t'es avec les copains, tous les jours tu t'arraches, tu termines, tu dors sous la tente, t'es crevé. Il y a plein d'autres équipes. Puis il y a une super bonne ambiance. En fait, tu passes une semaine, 2 semaines tous ensemble, et puis au final les gens s'entendent plutôt bien et s'entraident, même si durant la journée tu te fais la course. Vu que vous aviez eu un super bon niveau, vous avez pas essayé de continuer, de pousser un peu et de vous dire ok, moi cette année on est au championnat du monde et vous avez pas essayé de vous dire on remet ça un peu l'année prochaine de manière un peu plus sérieuse? Ouais, alors déjà je suis complètement d'accord avec toi sur le raid, qui est une épreuve qui se fait souvent sur plusieurs jours et du coup qui se fait par équipe. Et en fait ce côté-là c'est vraiment énorme parce que tu vas partager des choses avec tes potes, avec les gens qui t'entourent, et ça est très fort parce que du coup on passe par plein d'émotions, des moments où ça va, des moments où ça va pas, mais finalement on est quand même assez fatigué au final à la fin des journées, et ça crée des liens parce qu'en fait on est tous dans la même galère. Ça multiplie toutes les émotions. Ouais, voilà, toutes les émotions sont multipliées et surtout c'est des choses qui durent plusieurs jours. Et aujourd'hui, dans la vie aujourd'hui actuelle de tous les jours, prendre du temps et sur plusieurs jours et vivre des émotions quand même assez intenses, bah ça se voit plus trop en fait. Les gens ils vivent plus des choses comme ça assez intenses et c'est vrai que les raids, je trouve c'était vraiment quelque chose de très très intense voilà, du coup j'ai perdu ta question de départ. Pourquoi est-ce que vous aviez eu de super résultats, pourquoi est-ce que vous avez pas essayé de continuer bah parce que déjà c'est quand même le raid en logistique, c'est des épreuves qui sont assez compliquées. Il faut le vélo, il faut le canoë. Les meilleures équipes, elles ont leur canoë en carbone, leur pagaie carbone, leur VTT carbone, tout, tu vois. Enfin, c'est assez compliqué au niveau logistique. Il faut souvent quelqu'un qui t'assiste avec un van, une camionnette ou voilà. C'est des budgets qui sont assez énormes.
pour s'inscrire. Voilà. Du coup, c'est un peu compliqué en logistique. Par contre, aujourd'hui, j'ai retrouvé cet esprit raid sur des courses par étapes en course à pied. Lesquelles, par exemple Par exemple, l'année dernière, j'ai fait la Transalpine Run, donc avec Guillaume Peretti, qui est aujourd'hui un très bon pote, qui est corse, qui avait battu le record du G20 il y a quelques années. Et là, on a fait on a traversé le Tyrol. C'est une course allemande où tu traverses les Alpes côté Tyrol. Donc tu pars d'Allemagne à Garmisch-Partenkirchen et tu finis. Bah, je l'ai bien dit, t'as vu. Et tu finis dans le Tyrol italien. Donc tu traverses et ça fait 260 km, 16 000 mètres de dénivelé. Tous les jours, tu fais 40 à 50 km avec 2, 3, 4 000 de dénive par jour. Ouais. Et tu enchaînes tous les jours. Et en fait, avec Guillaume, on se connaissait, mais pas non plus trop. Et en fait, on a vraiment créé des liens assez forts sur cette course. Et c'était trop cool parce que déjà, on a rencontré plein de gens sur place. Et puis, entre nous, déjà, on s'est super bien entendu, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et puis, j'ai retrouvé cet esprit raid où le soir, t'arrives, t'es crevé. Et en fait, le lendemain, il faut que tu retournes. Et puis, comme tu es bien placé, il faut que tu retournes à la bagarre. Et puis, tu te défonces tous les jours parce que tu sais que tu as ton partenaire qui est là. Donc, en fait, des fois, tu lui dis pas quand tu es mal. Et puis, quand tu vois que lui, il est mal, tu l'aides. Tu vois, c'est vraiment un esprit que j'ai retrouvé, que je retrouvais depuis mes années raid, quoi. Du coup, c'est plus facile de faire ça aujourd'hui entre elles parce que tu as quand même juste tes baskets à prendre. Ouais. Et puis voilà, du coup, c'est quand même c'est cool, quoi. C'est du gros partage, quoi. Ouais, trop cool. Et bon, pour terminer, on va dire et clore la parenthèse sur le raid, moi j'encourage tout le monde à essayer, même un petit en amateur, il y en a des vraiment très cool. Du coup, ma femme, elle en fait beaucoup avec ses copines sur des raids féminins. Ouais. Et en fait, je pense qu'elle a retrouvé ce que je vivais quand j'étais étudiant avec mes potes. Et du coup, elles ont un groupe de copines et elles se font des raids chaque année. Et franchement, ça a créé des liens très très forts entre elles. Et je trouve ça vraiment cool qu'elles arrivent à faire ça et monter des projets, trouver des budgets, tout ça. Et surtout, c'est souvent dans des endroits assez incroyables dans le monde. Et voilà, du coup, je trouve que c'est vraiment un esprit très 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 sympa. Ouais, il y a une petite barrière à l'entrée parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, logistiquement et financièrement, ça demande un petit peu ça fait partie de l'organisation. Il y a du boulot, quoi. Mais une fois que t'as passé cette barrière-là, c'est vraiment des émotions hyper fortes et ça transforme un peu la course à pied et le vélo, qui sont des sports, on va dire, individuels, en sport vraiment collectif. Donc c'est vraiment sympa. Mais en tout cas, je savais pas du tout ça sur toi, donc hyper content de le découvrir. Et à quel moment toi tu t'es dit ok, le trail c'est vraiment ce qui me plaît, je vais à la fois essayer un petit peu d'en vivre, de me rapprocher de tout cet écosystème et en même temps essayer de commencer à essayer de gagner des courses. À quel moment ça a commencé à vraiment être concret, tu vois? On va dire en 2011-2012 j'ai commencé à gagner des courses au niveau régional. Ouais. Et surtout en 2012 donc je t'avais parlé de la CCC. Donc en 2010 j'abandonne. En 2011 j'y retourne et je finis 100e, du coup toujours avec mon pote Adrien, qui a été témoin de mon mariage d'ailleurs. Et en 2012 j'y retourne et là je fais 8e. Et du coup ça a été un peu le déclenchement et de la suite parce que je fais jeune en plus, non? Je sais plus. Je devais avoir 26, 27. Je fais 8e. Il y en a quand même peu que tu vois dans les top 10, tu vois. Ouais. On est un petit peu vacciné avec Kylian Jornet, tu vois, qui est un peu l'ovni, mais tu vois, généralement, dans les top 10, t'en as très très peu qui ont moins de 30 ans, tu vois. Donc, à l'époque, oui. Maintenant, quand même, la discipline, elle devient de plus en plus jeune et ça va de plus en plus vite et,
Voilà, il y a plein de jeunes qui poussent très fort et qui s'impliquent à fond. Mais voilà, c'est cette course où je pars et je me dis bah si je fais dans les 30 premiers, ça sera cool. Et puis en fait, je passe 70e au premier col et puis je remonte et puis j'arrive à Valorcine et je suis 15e et il y a 4 mecs qui sortent de la tente au moment où je rentre et je me dis ah bah vas-y j'avais déjà fait 90 bornes et je prends juste un coca et enfin je sais pas je vais les chercher et du coup au final je finis 8e et du coup c'était ouais c'est un peu ça qui a sa première perf au niveau un peu national sur une course bon il y avait pas le niveau qu'il y a aujourd'hui mais quand même c'était assez c'est une belle course. c'était assez cool. Et puis du coup voilà. Après j'ai eu 2-3 aides de sponsors. Et puis voilà. Du coup j'ai commencé à faire quelques petits résultats. En 2014, je fais 4e au championnat de France où il y avait quand même une grosse start list à l'époque. Puis pas mal de mecs très forts dans le top 10. Cette année-là, je vais faire 3e de l'Eco-Trail aussi de Paris 80. Voilà, et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et puis c'est en 2016 où j'ai fait vraiment une grosse saison. Je signe dans l'équipe New Balance. Et un partenaire qui est toujours mon partenaire principal aujourd'hui. Et du coup, je fais 5e de la CCC. Et sur une grosse course aussi où j'étais pas trop attendu. Je pense que sur les cotes ITRA, je devais avoir la 25e ou 30e cote. Et au final, je finis 5e. Donc c'était un souvenir assez incroyable où justement mes potes, toujours les mêmes qui me font le ravitaillement et on a vécu un moment assez fort. Et du coup, arriver dans la rue de Chamonix, c'est des ambiances qui sont indescriptibles et que tu retrouves nulle part ailleurs. Et ça, c'était vraiment une grosse course. Après, où je finis 6e des Templiers avec Thibaut Barognan. Cette année-là, pareil, j'avais fait une grosse course. Voilà, depuis, je fais ça quand même un peu plus sérieusement. Après, en 2017, j'ai eu un petit changement de vie parce qu'on est parti vivre en Afrique du Sud. On a tout lâché en France et on est parti vivre à Cape Town. Là, du coup, ça c'était. Pourquoi est-ce que vous êtes parti? Parce qu'on voulait faire un break avec la vie un peu française. Et puis, du coup, on est parti là-bas. On a tout lâché, job, appart, on a tout vendu. Et puis, sans penser au lendemain, quoi. Et du coup, on est parti là-bas. On a trouvé une coloc. Et puis, du coup, on faisait des cours d'anglais le matin. Et moi, du coup, l'après-midi, j'allais courir. Et du coup, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai gagné 1 ou 2 courses et puis en fait j'ai été hyper bien accueilli par les gens du fait que je fasse de la course à pied. Et voilà, du coup on a découvert vraiment un continent un pays. Et puis on faisait 4 semaines de cours et pendant 2-3 semaines on allait voyager soit en Afrique du Sud, soit en Afrique. Et c'était vraiment très très cool. Du coup j'ai fait 2 ultras là-bas. J'avais fait en février, j'avais fait l'ultra trail au Tchad. En fait, j'étais parti d'Afrique du Sud, je suis allé au Tchad faire une course là-bas, qui était assez énorme. C'était un 180 km dans le désert du Tchad, dans le désert de l'Ennedi. Donc ça, c'était vraiment incroyable comme aventure. C'était une course qui est organisée toujours par Jean-Philippe Allaire, un des organisateurs des 20 km de Paris, qui l'organise toujours. D'ailleurs, je crois qu'il fait une prochaine édition là au mois de février. Et franchement, je vous invite vraiment à aller faire cette course. C'est assez incroyable. Tu peux nous décrire un petit peu à quoi ça ressemble? Alors, à l'époque, c'était dans le désert de l'Ennedi. C'est un désert qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un désert qui est un mix entre des canyons, du sable mou, du sable dur. Avec beaucoup d'architecture, donc il y a des arches qui font 30 mètres de haut. C'est assez c'est hors du temps. Enfin, d'ailleurs c'est un petit peu le slogan de cette course. C'est hors du temps, donc, parce que du coup t'as pas de téléphone, t'es au milieu du désert, t'as rien, donc tu coupes de tout. Du coup tu te rapproches des gens, tu crées puis c'est une course, à l'époque je crois on était 40 au départ.
Et puis du coup tu parles en fait avec les gens, et puis c'était le village où on dormait, il avait été construit par les femmes des villages locaux. Il y avait eu beaucoup d'échanges et dans des paysages assez incroyables. Franchement, c'était une des plus belles aventures sportives que j'ai jamais fait en termes de rencontres, d'échanges et aussi c'était mon premier ultra trail, donc 180 km dans un environnement que je connaissais pas du tout, en autonomie alimentaire, voilà. Du coup, c'était quand même assez, ça faisait longtemps que je voulais retourner en Afrique et faire un événement comme ça, parce qu'en fait, en 2005 et 2007, j'ai fait 2 fois le tour du Burkina Faso en vélo. C'était une course de vélo. Qui était organisé à l'époque par ASO, qui organisait le Tour de France et qui faisait un petit projet qui invitait des équipes, donc c'était une vraie course parce qu'il y avait des équipes, c'était un peu pour promouvoir le cyclisme africain et ils invitaient des équipes européennes du coup j'ai des potes qui sont instits, notamment donc Olivier il se reconnaîtra, qui me connaissait pas trop, mais un jour sur le vélo il me dit tiens toi t'es un bon jeune et tout, à l'époque j'avais 20 ans, il me dit je vais monter un projet pour aller en Afrique, au Burkina Faso. J'ai fait ouais ça ok. Et du coup j'ai dit oui, il m'a dit ok bah vas-y on y va, et du coup on a monté le projet, j'ai fait 2 fois cette course avec eux, on faisait un échange entre les écoles d'ici et les écoles en France et puis écoles au Burkina. Et ça m'avait vraiment marqué en termes sportifs, mais aussi en termes de rencontres et tout. Et depuis, je rêvais de retourner en Afrique noire et refaire un événement comme ça. Et du coup, quand Jean-Philippe m'a proposé d'aller au Tchad pour faire le trek, j'ai tout de suite accepté et validé le projet. Donc du coup, on est parti. C'était un peu compliqué parce qu'on était parti en Afrique du Sud. Du coup, on est parti de Cape Town pour aller au Tchad. C'était pas facile. Mais des visas, des douanes, c'est un peu galère. Ouais. Mais voilà, du coup, c'était et surtout le retour. Le retour, tu rentres pas en France tranquillement où tu peux te poser chez toi et prendre ton kiné et te reposer. Non, là, on est resté une semaine là-bas et après retour en Afrique du Sud où t'as pas de suivi médical et tout ça. Donc c'était pas. Faut bien se dire que des fois qu'en France, on est quand même bien suivi et c'est un vrai beau pays quoi. Énorme, ouais. Déjà, on a la chance d'avoir un passeport français. Ouais, exactement. Quand on rencontre des étrangers, on se rend compte qu'ils voyagent pas autant. Exactement. Que nous. Ouais. Puis on a toute la partie suivi médical qui est quand même une grosse opportunité quoi. Ah bah ouais, c'est une chance inouïe quoi. Donc voilà, du coup l'année 2017 ponctuée de ça, et du coup j'ai sympathisé et c'est devenu un ami aujourd'hui l'organisateur de l'Ultra Trail de Cape Town, qui s'appelle Stuart McConaughey, qui aujourd'hui a fait de l'Ultra Trail de Cape Town une course phare dans le calendrier de l'Ultra World Tour, qui m'a un peu pris sous son aile là-bas et qui m'a emmené faire des choses assez incroyables. Donc qui m'a emmené faire des week-ends dans les montagnes du Ciderberg en Afrique du Sud, et puis qui m'a proposé, qui m'a invité à faire une course qui s'appelait l'Ultra Trail du Drakensberg, qui est une chaîne de montagne à la frontière du Lesotho à 3000 mètres, où pareil, je crois qu'il y avait 30 participants au départ, c'était un 100 km, et du coup j'ai vécu une course assez incroyable là-bas, et surtout j'ai rencontré pas mal de gens, encore une fois, j'ai été vraiment intégré dans l'univers trail sud-africain. Et c'est une communauté très sportive en plus, je crois, à Cape Town. Ouais, il y a beaucoup de sportifs. Ouais, Cape Town, c'est assez incroyable comme ville outdoor. Ils sont fans de. En fait, ce qu'ils veulent, c'est juste sortir avec leurs potes. Il y a un partage énorme. Et surtout, ils respectent aussi. Il y a un vrai respect de l'environnement et de l'endroit où ils vont, quoi. Ils sont fans d'aller dans cette montagne, d'aller dans l'autre. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est sacré un peu d'aller dehors et de découvrir un peu un nouveau sentier. Donc c'était vraiment une expérience assez incroyable 2017. Et puis voilà, du coup. Qu'est-ce que tu en as retenu un peu de cet écosystème sud-africain ? C'est quelque chose qui est très inspirant. Aujourd'hui, ça m'a
ils sont très, on va dire, ouais, ils ont toujours des bonnes idées, ils ont toujours l'envie, ils sont toujours ultra positifs. Quand quelqu'un fait quelque chose, peu importe le niveau, ils encouragent les gens. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va faire le 20 km alors qu'il a jamais couru, ils sont fans, ils vont le mettre en avant dans leur groupe. Voilà, ils ont un respect envers l'environnement, mais aussi envers les athlètes, et peu importe quel athlète. Quelqu'un qui fait les choses et quelqu'un qui va au bout de sa démarche, ils les mettent vraiment en avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper positif. Des fois en France, quelqu'un qui fait quelque chose, on va le critiquer ou on va parler un peu sur lui, tout ça. Là-bas, c'est un peu différent. Là, il y avait l'Ultra Trail de Capton la semaine dernière. Je vois comment ils mettent en avant les coureurs, comment les athlètes sont pris en charge. Il y a un respect il y a une culture sport un peu anglo-saxonne qui est vraiment forte là-bas. Et bah, moi, ça m'a vraiment beaucoup inspiré et ça m'inspire encore aujourd'hui. D'ailleurs, Stuart, c'est devenu un très bon ami. Il a passé beaucoup de temps. Il est venu ici à la maison une semaine avant l'UTMB. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des similitudes aussi entre Capton et Annecy en termes d'environnement, nature, lac, montagne et tout, hyper ville un peu dynamique. Et voilà, du coup, je suis toujours en contact. J'y suis retourné 2 fois depuis. En février, là encore, j'y suis allé. Ça fait toujours du bien, c'est un endroit qui est ressourçant et c'est vrai que j'aime beaucoup y aller pour couper, prendre des bonnes ondes. Ok, ouais. Bah, tu sais quoi, tu me donnes vraiment envie d'y aller parce que j'ai eu plein de retours sur cette ville. J'ai plein d'amis ou de contacts professionnels qui y sont allés. Tout à l'heure, juste avant qu'on commence, on parlait de Jonathan et de l'incubateur School Lab par lequel on se connaît. Bah, tu vois, School Lab est en train d'ouvrir un programme à Cape Town, tu vois, aussi. Okay. Donc, il y a des vibes aussi entrepreneuriales. Ah ouais, ils sont très forts. Donc, quand je te disais, ils adorent les gens qui font les choses et qui vont au bout d'un projet. C'est exactement ça. C'est que ce soit dans le sport ou autre, il y a beaucoup d'entreprises qui se montent, qui se créent. Voilà. Après, bon, il n'y a pas que des côtés ultra positifs, mais il y a aussi, enfin voilà, ça reste quand même un pays où il y a 20 ans il y avait l'apartheid et tout ça, mais voilà, Capton c'est quand même quelque chose qui est un endroit qui est fabuleux, un des plus beaux endroits du monde, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. T'as mentionné tout à l'heure un petit peu les sponsors. J'ai l'impression que ça a été assez facile entre guillemets de. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu si tu les as démarchés, comment se passe la relation un petit peu? Moi, je connais pas du tout. Du coup, je suis un petit peu curieux de savoir comment ça se passe cette relation. Bah déjà non, c'est pas facile. Déjà, il faut savoir que je suis pas athlète pro. Hein. J'arrive à avoir des partenaires un peu financiers, mais bon, j'ai pas non plus. Ça me permet pas d'en vivre à 100%. Et surtout, j'ai pas non plus le meilleur niveau français. Donc il y a des Français, enfin il y a des coureurs qui sont plus forts que moi en France. Du coup, voilà. Moi, l'idée, c'est de trouver des partenaires qui m'accompagnent, que ce soit financier ou non. Hein. Mais surtout, c'est de faire des projets globaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec New Balance, ça a commencé petit à petit. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un partenariat de confiance. Et qui m'aide aujourd'hui sur des projets globaux et c'est comme ça que je le vois avec mes partenaires quoi. Donc voilà, c'est pareil avec d'autres marques comme Polar par exemple qui m'ont récemment aidé sur le Guatemala. L'idée c'est d'essayer d'essayer de faire des performances, mais aussi d'échanger derrière, créer du contenu, essayer de créer d'être suivi, de raconter ce que je vis pendant les courses et puis après. Voilà, c'est pas uniquement tiens, je te passe une paire de chaussures ou un billet pour la saison et toi tu cours et puis voilà. Non, l'idée c'est vraiment d'échanger et puis d'essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Et voilà, du coup, c'est sûr que d'un aspect extérieur, ça peut paraître facile, mais c'est pas
c'est un travail, c'est un travail, on va dire de tous les jours, et surtout c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. C'est de la confiance, c'est de l'échange sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça se passe. Je vais pas me plaindre sur ma situation, mais c'est quelque chose qui est pas facile et surtout qui est très précaire. Ouais. Et qui aujourd'hui, bah voilà, aujourd'hui j'en profite, mais je sais que ça va pas durer trop longtemps. Donc voilà, du coup. Ok. Ouais. Mais non, mais c'est une des constantes, on va dire que je retrouve quand je pose un peu la question. J'en suis un peu curieux parce que effectivement, moi via le podcast, je commence à parler avec certaines marques, je commence un petit peu à parler de tout ça. Et du coup, je suis un petit peu curieux. Mais ouais, effectivement, c'est quelque chose qui revient. C'est toujours une relation long terme, une relation dans laquelle on pense à l'avenir, on n'est pas pressé et on apprend à se connaître et la confiance quoi. Et la confiance, ça se crée toujours avec du temps et ça vient pas comme ça. Et c'est un petit peu ce que des fois les gens oublient, tu vois, le jour où tu fais un post Instagram, tiens, je vous présente une nouvelle marque. En fait, ils oublient peut-être que ça fait peut-être un an que tu discutes, que t'essayes de monter un projet commun, tu vois, ce genre de choses. Donc tu fais bien de le rappeler. Et toi, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles avec eux? Tu leur envoies des projets à l'avance, tu leur dis voilà, l'année prochaine, j'aimerais bien faire ça, et en contrepartie, je pourrais créer tel type de contenu. C'est un petit peu comme ça que vous travaillez, ou c'est plutôt eux qui vont te faire des propositions. Comment est-ce que ça s'articule un peu? Bah, il y a les deux en fait. Des fois, il y a des projets de marque, donc où t'adhères ou pas. Et puis t'as aussi tes projets qui peuvent être aussi moteurs pour la marque. Donc il y a un peu les deux. C'est sûr que ça prend. Des fois, ça prend du temps. Des fois, c'est un peu rapide. Par exemple, là, tu vois, je reviens du Guatemala. C'était pas prévu trop dans la saison. Et mais voilà, ça s'est fait et je remercie les partenaires qui m'ont suivi sur cet événement. Et mais ouais, ça dépend vraiment. Des fois, c'est des projets de marque ou des fois, c'est des projets perso. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est sur de la durée et tu peux pas aller frapper à une porte et dire salut, j'ai besoin de temps pour faire telle course. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est assez rare que ça se passe comme ça. Ouais, bien sûr. À côté de ça, à côté de la course à pied, t'es aussi coach. T'as des athlètes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Combien est-ce que t'as d'élèves et qu'est-ce que tu prépares avec eux? C'est vrai que du coup, je vis pas de la course à pied, hein, donc je suis obligé de travailler à côté. Du coup, je suis un peu En fait, j'ai un master entraînement et management du sport et une licence entraînement. Donc, ça me permet d'avoir une carte professionnelle qui me permet de faire du coaching. Donc, j'accompagne les gens sur des projets de course à pied et évidemment trail running. Donc, l'idée, c'est de leur faire des plans d'entraînement personnalisés et de les accompagner dans leur pratique et essayer d'atteindre leurs objectifs. Donc ça va du 10 semi au marathon sur route jusqu'à des différents trails, que ce soit du court ou jusqu'à de l'ultra. Donc voilà, du coup j'ai même accompagné quelqu'un sur la Swiss Peak 360 cette année que je connaissais pas trop, l'ultra endurance comme ça. Et tu vois, j'ai aussi beaucoup appris en essayant d'accompagner cette personne qui a réussi. Et voilà, l'idée c'est d'essayer d'échanger, d'essayer d'apporter aux gens ce que moi je vis sur les courses, mon expérience, parce que maintenant ça fait presque 10 ans que je fais du trail, mais ça fait bien plus de temps que je fais du sport d'endurance. Donc voilà, l'idée c'est d'apporter un peu mon expérience et puis d'accompagner les gens, pas que sur le plan d'entraînement en lui-même, c'est aussi l'accompagner sur la gestion de sa carrière entre guillemets. De gérer son emploi du temps, gérer les courses de préparation, gérer un plan pour arriver par exemple à un UTMB au bout de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Enfin voilà, l'idée c'est d'essayer de se préserver physiquement et d'arriver sur les courses en ayant la pleine possession de ses moyens, mais en respectant le corps en maximum pour que les gens ne soient pas blessés, quoi. Voilà, ça c'est vraiment le truc que j'essaie de mettre en place. Ok. Et aujourd'hui, ça se concrétise comment? T'as combien d'élèves et après, moi, j'essaie de faire de la qualité. Ouais. Donc, je vais pas avoir 30 ou 40 personnes.
Donc j'ai entre 10 et 15 personnes. Ok. Et voilà, ça se passe très bien parce que ça demande du temps, parce que chaque semaine on fait un bilan par téléphone ou par mail, mais ça prend quand même du temps. Bien sûr. Et puis j'ai le temps d'analyser les séances sur Strava ou autre. C'est quelque chose qui est un peu chronophage, hein, on peut y passer beaucoup de temps. Donc voilà, je préfère faire un peu de qualité et pas prendre non plus trop de personnes pour être assez disponible pour les gens que je suis, s'ils ont besoin, qu'ils m'appellent. Voilà, du coup. Ok, génial. Et du coup, on parle un petit peu de l'entraînement des gens que tu suis. Toi, à quoi ça ressemble aujourd'hui une semaine avec toi? Comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu as un petit peu comment est-ce que tu prépares ta semaine d'entraînement? Est-ce que tu as des secrets de productivité? Si on se plonge avec toi une semaine, ça ressemble à quoi? Alors, on va dire, ça va dépendre des moments de l'année, parce que moi, j'ai travaillé par blocs différents. On va dire l'hiver, si je parle de course à pied, l'hiver, je vais travailler plus travail de vitesse en course à pied, aller peut-être un peu plus sur la piste, travail un peu plus dynamique, passer un peu moins de temps en course à pied parce que de toute façon les journées elles sont courtes plutôt vitesse, voilà. Ça a été un peu chamboulé ce type d'entraînement parce que du coup maintenant que j'habite à Annecy, je fais aussi pas mal de ski. Ouais. Donc l'hiver je vais compléter avec soit du ski de rando, soit du ski de fond. Je fais pas mal de skating aussi. Donc voilà, j'essaie de varier un peu ça, garder du dynamisme. Donc ça, c'est mes parties hiver, garder du dynamisme sur la course à pied et après allonger un peu plus les séances et rester un peu en montagne en faisant du ski. Ok. Voilà. Et après l'été, c'est plus des grandes balades. Souvent l'été, c'est les périodes des ultras, des courses longues. Donc passer plus de temps en montagne, faire du long et puis faire quelques rappels de vitesse. Mais en gros, quand je prépare des objectifs, je me fais quand même des gros blocs d'entraînement jusqu'à J-15, on va dire, où pendant un mois, je fais quasiment aucun jour de repos. Ok, ouais. Où j'enchaîne. Et tu fais beaucoup d'endurance fondamentale, on va dire. Non, en fait, enfin oui, ça va être, on va dire, 70% de mon temps. Ouais. De toute façon, t'es obligé, mais c'est aussi, je fais toujours du travail de côte, du travail de seuil, des côtes courtes, voilà, du fractionné, du fartlek. J'essaie de vraiment varier. Parce que de toute façon, varier, c'est progresser, ça, c'est évident. Et voilà, du coup, ça, si tu veux, j'ai pas non plus de semaine type, mais je sais ce que je fais chaque semaine, quoi. Ok. Et du coup, là, récemment, tu as gagné une course au Guatemala. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu c'est une course de 100 km, c'est ça? Ouais. Tu peux nous raconter un peu le plan d'entraînement que tu t'es fait, combien de temps en avance et un peu quels étaient les différents blocs que tu as fait? Disons que déjà, c'est assez. Le Guatemala, c'était la fin de saison. Donc, c'était vraiment une course plaisir. Et il y a plein d'événements qui ont fait que je suis allé au Guatemala. Parce que, en fait, avant, on va dire, je vais revenir sur les gros highlights de ma saison. C'était la Maxi Race 85, donc le Tour du Lac d'Annecy, donc c'était fin mai. Ça, c'était vraiment la course de mon début de saison. Je m'étais bien entraîné là-dessus. Donc ça, c'était vraiment cool de faire ce Tour du lac en partant de la maison. Voilà. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. Je fais deuxième derrière Michel Lannes, qui était vraiment plus fort ce jour-là. D'ailleurs, même les autres jours, je crois qu'il est plus fort que moi, quoi qu'il arrive. Mais il était très fort ce jour-là. Après, j'ai un peu coupé et après, j'avais en tête, du coup, j'ai fait l'UTMB, qui était mon premier UTMB. Et voilà, du coup, j'ai pas mal couru tout l'été. J'ai fait pas mal de courses de prépa. Bon, j'avoue que l'UTMB, ça s'est pas hyper bien passé pour moi. Je pensais vraiment faire beaucoup mieux. Mais tu sais ce qui a pêché un peu? Ouais, en fait, je pense que j'en ai trop fait. Je suis arrivé là-bas, j'étais fatigué. Et voilà, tu vois, par exemple, j'ai fait les championnats de France 3 semaines avant, 55 km à Méribel. Et je pense que j'aurais jamais dû faire cette course parce que ça m'a vraiment, on va dire, mis à plat.
Et puis, mais par contre, cette course, c'était assez dingue, quoi. Enfin, c'est la course en termes d'émotion, en termes enfin, c'est vraiment une course incroyable, quoi. Ouais. Dans Chamonix, c'est blindé. Le départ, tu passes devant. Les élites, on a la chance de rentrer par devant. Et en fait, il y a 100 mètres de barrière. Donc, en fait, je sais pas, il y a 2000 personnes sur la place. Et toi, tu rentres devant comme tu rentrerais plus, dans... ils disent, Ouais, ou je sais pas combien il y a de 10 000 personnes, ouais. mais c'est assez incroyable. Et là, t'es tout seul, et là, t'es tout le monde qui crie, et genre, tu rentres dans une espèce d'arène. C'est un truc que j'ai jamais vécu en course, enfin, dans n'importe quelle, dans une compétition. Jamais, jamais. Tu vois, c'est assez c'est un truc de ouf. Et puis après, tu pars, et il y a les meilleurs du monde au départ. Et puis tu pars pour 170 bornes, quoi. Tu fais le tour du Mont Blanc, t'arrives à Saint-Gervais, c'est la folie. Et puis après, t'arrives dans la nuit, et là, t'es seul face à toi-même. Donc la nuit, c'est pas très bien passé pour moi. J'ai eu vraiment des petits coups de moins bien. J'avais envie de dormir au bout de 40 bornes, alors que je me sentais vraiment en forme. Je me suis arrêté de dormir, genre 2-3 fois, 20 minutes. Et puis, avant Courmayeur, j'ai même regardé Live Trial, tu sais, c'est les résultats en direct, enfin les temps de passage, tu vois tout le monde. Je me suis arrêté sur un rocher, j'ai regardé où étaient mes potes derrière, et j'ai même attendu un de mes potes 10 minutes, un quart d'heure, pour essayer de me remotiver et tout. J'avançais pas, quoi. Mais à mi-course à Courmayeur, je me suis dit, en fait, t'es là parce que tu l'as voulu, et t'es juste fatigué, en fait, donc continue. Et du coup, j'ai continué, je suis reparti, et puis finalement je termine, et je suis super content de l'avoir fait. Donc c'est vrai que ça, je pense que tu sais, dans les questions là que tu m'avais mis, s'il y avait le plus bel échec, bah, c'est celui-là, parce que je pense que c'était super beau, c'était incroyable cette course. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Je reviendrai pour le faire, ça c'est sûr. Mais c'est une course qui te prend vraiment aux tripes, et puis surtout t'as toute ta famille, tous tes amis qui te suivent. Il y a une ambiance incroyable, peu importe quelle place tu es. C'est magique, quoi. Franchement, c'est une course incroyable. Okay. Donc du coup, après ça, j'ai vu que j'ai quand même beaucoup marché sur le TMB. Bon, je finis, je crois, dans les 50e, un truc comme ça. Mais bon, j'ai quand même beaucoup marché, et en fait, j'ai repris assez vite les randos sans trop courir au début, et puis après j'ai fait un événement avec Iron et Gore-Tex à Minorque là, et ça m'a on décale un peu, mais ouais. Ça m'a bien remis dedans. On a bien couru, on a fait 180 km en 4 jours, ça c'était fin septembre, donc c'était trop cool. J'ai rencontré plein de gens super, et c'était une belle aventure aussi, et ça m'a remis dedans pour la suite de la saison. Ok. Et du coup, j'étais inscrit au Templier, et je me sentais vraiment très fort là-bas, et en fait, la course, elle a été annulée. Ok. Oui, c'est vrai, ça a été annulé cette année, ouais. Et du coup, j'étais un peu sur ma faim, et du coup, j'ai cherché un dernier challenge fin d'année, et du coup, je voulais faire allier avec un voyage. Du coup, j'avais 2-3 pistes, et finalement, j'ai eu l'opportunité d'aller au Guatemala. J'avais vu le compte-rendu de course d'un athlète qui s'appelle Mathieu Blanchard, qui est un Français qui habite au Canada. Et on avait échangé sur cette course, et c'était la seule course au monde qui passe sur un volcan qui est encore en éruption. Ah ouais. Et où tu montes à 4000 mètres. Et du coup, je trouvais ça trop cool, et ça m'avait rappelé un peu les courses un peu de l'Ultra Trail de Drakensberg, ou le Trek, où il n'y a pas beaucoup de monde au départ, et voilà. Et du coup, je suis allé là-bas, et c'était vraiment assez difficile. C'est quelque chose de très sauvage qu'on n'a pas l'habitude de faire en Europe. Si tu veux, la première montée a fait 2000 mètres de dénive d'un coup. Ah ouais. Et après, tu redescends genre 2000 mètres en à peu près 6 km dans la jungle, où il n'y avait pas de chemin. J'étais en tête dans la nuit avec ma frontale, et il n'y avait pas de chemin, juste des petites bandes réfléchissantes. Le meilleur truc que j'aurais pu avoir, c'était une machette. C'était sauvage, non, c'était très cool. Et après, deuxième montée, 2600-2700 mètres de dénivelé.
positif à ouais, monter. donc, Pour remonter, donc on gros était à blocs. 1370 mètres et on est monté à 4000. Ouais, non, c'était franchement complètement différent de ce qu'on peut trouver en Europe. C'était génial parce que c'est quelque chose qui te permet de rencontrer les gens, tu vois, de discuter avec la population locale, les organisateurs, même les coureurs locaux et tout. C'est quelque chose qui permet vraiment de t'imprégner du pays. Et je regrette pas du tout. Et c'était cool. Et du coup, on est resté 15 jours après. Et je suis rentré avant-hier là. Donc, Ouais. j'ai encore. Le petit effet du jet lag, ouais. Voilà. Et tu vois, la course à pied, c'est beaucoup démocratisé en France. Tu sens qu'en Amérique du Sud et spécifiquement au Guatemala, c'est une pratique qui est aussi en train de se démocratiser et de. Bah, au Guatemala, c'est pas non plus quelque chose qui est ultra développé. Mm. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la course à pied dans le monde, ça ouvre les portes, ça c'est certain. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet d'échanger et puis de voir des choses que tu verrais jamais si tu ferais pas de course à pied. Et moi, j'ai toujours voyagé, toujours pris une paire de baskets et visité la ville ou les environs en allant aller chercher les chemins autour et de voir des paysages que tu verrais pas, ou alors en te levant super tôt et de voir des levées de soleil ou des couchers de soleil que si t'étais pas en chaussures de running, en trail, tu le verrais pas. Donc moi, je trouve que le trail, c'est une formidable opportunité de découverte, de rencontre et d'échange, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est inestimable, quoi, de pouvoir faire ça. Voilà, c'est génial. Trop cool. On arrive un peu à la fin. Là, j'ai les questions un petit peu d'habitude. Ça te dit de jouer le jeu? Ouais. Allez. C'est quoi une bonne journée pour toi? Bah, une bonne journée, c'est soit voir un lever de soleil, soit voir un coucher de soleil en ayant les baskets au pied. Ouais. Ok, chouette. Tu te souviens de ton meilleur souvenir de sport? Franchement, j'en ai pas un en particulier, mais dis-en plein alors. mais franchement, je peux te dire la CCC en 2012, en 2016, l'Ultra Trail de Capton en 2017. L'UTMB cette année, voilà, le Guatemala là, juste là. Enfin, voilà, c'est que des choses que j'ai vécues et que j'ai partagées avec des amis, ma famille, ma femme. Donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Ouais. Tu nous as beaucoup parlé d'ambiance. Est-ce qu'il y en a une qu'on retrouve pas en France qui t'a vraiment marqué? Ouais, l'Ultra Trail de Capton, ouais. Franchement, Ouais. c'est une ambiance de fou où toute la ville, toute la communauté outdoor vit que pour cette course. Okay. Cette année, là, j'ai vu, ça a bien marché pour les Français et je suis super content pour eux. Mais tu vois, j'avais quand même si j'étais au Guatemala, j'avais quand même un petit pincement de cœur de paillettes. Donc là, je l'ai mis dans mes courses 2020. Et, petit retour au Captain. Ouais, je pense, ouais. Ok, trop cool. C'est quoi ton pire souvenir Franchement, j'ai pas de pire souvenir. J'ai pas de pire souvenir parce que on va dire peut-être si j'en ai un, peut-être l'Eco-Trail en 2018 que j'ai abandonné parce qu'il y a eu une erreur d'aiguillage. Mais bon, voilà, je trouve que les échecs, c'est quelque chose qui nous permet de rebondir et puis je trouve que c'est quand même ultra positif. Il faut toujours trouver du positif dans ce qu'on fait et même si on rate, ça veut pas dire que la prochaine fois on le ratera pas, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été décisives pour ta carrière et ta progression dans le trail? Effectivement, la rencontre avec de toute façon, bon, il y a mes potes, ça c'est sûr que mes potes, ça a toujours été quelque chose qui m'a fait aller de l'avant et puis toujours sur les sports outdoor et tout ça. Voilà. Après, c'est vrai que il y a aussi ma femme qui m'accompagne aujourd'hui tous les jours et qui accepte que je fasse ce que je fais et ça c'est pas facile tous les jours, je le sais très bien. Donc voilà, je la remercie encore énormément. Et puis après, il y a aussi il y a les rencontres avec mes partenaires qui est super important. Donc voilà, je leur remercie encore aujourd'hui. Ok, top. Y a un sportif qui t'inspire un peu plus que les autres?
disons que j'ai pas de sportif, j'ai pas de personne qui, j'ai pas de poster, j'en ai jamais eu de poster d'athlètes dans ma chambre. Par contre, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une génération d'athlètes qui savent tout faire, qui sont ultra polyvalents, qui ont été un peu peut-être compris le chemin un peu de Kylian Jornet. Alors moi, je sais qu'on en a entendu et qu'on en entend des tonnes et tout, et que des fois c'est un peu beaucoup, mais tu vois, des mecs comme ça qui arrivent à faire, qui sont ultra performants à pied, en ski, qui aujourd'hui savent gérer les réseaux sociaux comme personne, qui savent prendre des photos, qui sont devenus aujourd'hui des photographes, quoi, qui sont ultra polyvalents dans tout ce qui touche. Je trouve ça vraiment hyper inspirant. Tu vois, en France, par exemple, on a genre un mec comme Mathéo Jacquemot, par exemple, qui est un jeune qui est plus trop jeune maintenant, mais qui est genre tout le temps en montagne, toujours au bon endroit au bon moment, qui monte hyper vite en ski, qui est guide de haute montagne, qui va redescendre en parapente, qui va faire des photos de ouf, toujours. Moi, je trouve ça vraiment très très cool aujourd'hui, ces générations qui sont là et qui font les choses, quoi. Ok, trop cool. En tout cas, Kylian, je pense qu'il y a très peu de gens qui le connaissent pas, mais Mathieu, j'irai découvrir un peu ce qu'il fait, ça m'intéresse. Mathéo Jacquemot. Ouais. Mathéo. Ouais. Ok, trop cool. Est-ce que t'as des regrets? Franchement, si on m'avait dit tout ce que j'avais fait sur les 10 dernières années, j'ai aucun regret. Si on m'avait dit tu vas faire tout ça, en fait, je signerais tout de suite, quoi. J'ai pas vu passer tout ce que j'ai fait et j'ai aucun regret, et tout ce que j'ai fait, quoi qui s'est passé ces 10 dernières années, je l'ai toujours fait avec envie, passion, suite à des rencontres, ou enfin voilà, du coup j'ai aucun regret sur tout ce qui m'est arrivé, et je remercie tous les gens que j'ai pu croiser, qui m'ont permis de vivre aujourd'hui tout ce que j'ai pu faire. Ok. C'est quoi ton prochain voyage? Là, je viens de rentrer, donc. Je te fais un peu de cours, non, mais en fait là, j'ai envie de bien profiter cet hiver là, un peu bien faire du ski et tout, et puis profiter de l'environnement à Annecy, parce qu'on a un environnement exceptionnel. Et même si je kiffe les voyages, tu vois, ça fait plaisir de rentrer et de voir mes potes, et puis de revenir un peu sur des basiques à la maison, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, je sais pas trop, mais j'ai 2-3 idées. Tu sais où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ouais, si je pouvais faire les mêmes choses que je fais aujourd'hui, et puis avoir autant l'envie, et puis avoir toujours ce côté un peu, envie de découvrir toujours plus, et puis d'essayer de garder toujours un peu cette forme qui me permet d'un peu de barouder à droite à gauche. Voilà. Et puis toujours de rencontrer toujours des gens, et de faire toujours des projets toujours un peu cool, ça serait cool. Ouais. Ok. Tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Écoute, j'ai pas vraiment de meilleurs conseils. Par contre, je kiffe les gens qui sont positifs et qui avancent dans la vie, qui font les choses, et voilà, du coup, j'essaye de m'inspirer, même si c'est pas toujours facile, parce que des fois j'ai aussi des moments de fatigue et tout, mais c'est vrai que j'aime bien la vie, j'aime bien en profiter de l'instant, on va dire. Ouais, allez, okay. Vas-y, profiter de l'instant, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Est-ce qu'il y a un film ou un livre que tu recommandes à tout le monde? Écoute, tu vois, là, dans le voyage, j'ai revu Into the Wild. Ok. De Sean Penn, et qui a été tiré d'un livre, d'un récit d'un étudiant américain qui claque tout pour vivre sa passion de l'outdoor, et qui vit pendant 2-3 ans, et du coup le mec se rend pas trop compte que ce qui l'anime en fait, c'est les rencontres, et à la fin, malheureusement, tu vois, il meurt dans son bus. Et en fait, il dit happiness, c'est quelque chose qui doit être partagé, quoi. Ouais. Et en fait, sans le partage, t'es pas. Ça vaut pas le coup d'être vécu, quoi. Ouais, exactement. L'amour ne sert à rien. Exactement. Et du coup, en fait, le mec,
malheureusement, il se rend compte que dans les moments où il va mourir, en fait, les moments où il a été le plus heureux, c'était avec les gens. Et du coup, je trouve que c'est hyper important. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, si tu le partages pas et que t'es tout seul, en fait, t'es pas heureux, quoi. Ouais. Bah, tu vois, moi j'ai adoré le film et du coup j'ai lu le livre après. Ouais. Et j'ai trouvé que ça me manquait un petit peu dans le film, un petit peu la réflexion du début, parce que tu vois, au début, il part parce qu'il est vraiment anti-système. Ouais. Tu sais, on le voit dans le Ouais. film, il découpe ses papiers, Ouais. il les met au feu et tout. Et il a un petit côté un peu, au début, en tout cas dans le livre, il y a des passages un peu descriptifs où, tu vois, il est un petit peu fermé sur lui, il est un petit peu en colère contre la société, contre tout le monde. Et en fait, il se rend compte petit à petit que les gens sont adorables et tu vois, et qu'il fait des rencontres de fous. Et au final, il s'enferme quand même, tu vois, malgré ça, un peu tout seul. Ouais, parce que peut-être qu'il se rend pas trop compte et puis en fait, il cherche peut-être à aller voir Ouais. les limites, en fait. C'est ça, ouais. Il cherche les limites de ça. Et il la trouve, malheureusement. Ouais, c'est clair. Donc, je trouve que c'est une belle histoire, mais du coup, le final, il est quand même, enfin voilà, on se rend compte que sans les autres, on n'est pas grand chose, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, super film. Est-ce que si tu pouvais te donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, tu vois, et que tu pouvais te glisser un petit conseil dans le creux de l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais continue à avoir ce côté un peu feeling et de sentir un peu les choses et de continuer à vivre de belles aventures, quoi. Et des fois de les faire sans trop penser à la suite, quoi. Juste vivre l'instant présent et continuer à profiter des beaux endroits, des belles personnes et des beaux moments de la vie, quoi. Ok. Et du coup, là, un petit peu la question de la fin. Quel est le prochain extraterrien que tu aimerais bien écouter sur le podcast? Alors, s'il y en a plusieurs, c'est bien. Et s'il y a une fille aussi, c'est cool. ok. Alors, je sais pas, ça va être compliqué, mais franchement, si un jour tu vas à Capton, je te fais rencontrer Stuart, l'organisateur de. Bon, ça sera en anglais, hein, mais c'est un mec ultra inspirant et vraiment tellement cool. Donc ça, franchement, c'est vraiment un mec à connaître. Et puis tiens, si tu veux aller faire un petit tour en Corse, ouais, avec plaisir. Tu pourrais aller voir Guillaume Perretier. Ok. Je pense qu'il peut t'emmener dans un petit refuge en haut en Corse avec une bonne bouteille. Et puis vous pouvez parler pendant. Par contre, le podcast il peut durer un peu de temps, mais ouais, non, c'est un mec super. Son histoire du GR20 est très cool. Et c'est vrai que peu de gens le connaissent vraiment en fait. Et je trouve que c'est un mec qui est top et qu'il faut connaître, voilà, pour l'apprécier pleinement. Génial. Johan m'en avait parlé rapidement, ouais. Donc ça doit être un super mec en tout cas si vous êtes deux à le recommander. Écoute, en tout cas, merci beaucoup Vincent. Merci à toi, c'était cool. Ouais, ça fait un super plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et écoute, à une prochaine. Écoute, merci, puis à bientôt, ouais. Salut. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!